Bonjour Philippe Huette. Bonjour. Vous nous avez fait le plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation pour une résidence d'écrivain à l'Université du Havre. Et il m'a semblé que ces 29 minutes pouvaient être l'occasion de discuter avec vous de cette résidence d'écrivain, de la façon dont vous l'avez vécue, dont vous la vivez. Et j'avais envie notamment de vous questionner sur votre ressenti dans votre rencontre avec les étudiants. Qu'avez-vous pensé des étudiants que vous avez vus? Comment ça s'est passé? Alors, bon, pour tout vous dire, c'était un peu divers, et ça dépend sans doute également de ma forme. Faut dire que le matin, je suis pas très performant, donc j'avais quelques matinées assez laborieuses. Dans l'ensemble, j'étais heureusement surpris. Alors, plus que par mon côté littérature, au côté écrivain, mais surtout, je trouve assez étonnant et assez marrant quand même. Les jeunes sont fascinés par le métier de journaliste, tout en étant très critiques. Très critiques. Alors, je me suis évertué et forcé de défendre la profession parce que généralement, les jeunes, pour eux, le journalisme, c'est le journalisme spectacle de la télé. Donc, moi qui suis un produit de journalisme écrit, je sais que je dis toujours que le journalisme écrit, c'est un peu une armée en retraite, en déroute même actuellement. Mais donc, je me bats un peu comme Don Quichotte pour essayer de la faire survivre à mon modeste niveau. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées assez fausses sur le journalisme. Mais qui sont assez passionnantes parce que ça nous permet d'essayer de remettre un peu les choses à sa place et surtout d'en faire comprendre en gros que écouter le journal télévisé ou de voir le journal télévisé de 20h, ça correspond en gros à lire une page de journal. Donc c'est pas grand-chose et que si on veut être informé, il faut faire un peu un panel avec la presse écrite. Donc voilà, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que ça dévie à chaque fois sur le journalisme. Ils partent sur l'auteur de romans, etc. Mais généralement, ça dévie toujours un peu. Alors que la prof a fait un programme, telle séance est consacrée au journalisme, telle séance est plutôt au caractère social du polar, etc. Et à chaque fois, il y a toujours un trouble fait alors, pas vraiment parce qu'il a envie d'être journaliste, je ne pense pas, mais parce que c'est un métier, bon, on le sait, hein, à travers l'âge, qui fascine, et puis surtout qui fait l'objet actuellement de tas de polémiques, parce que le journalisme politique, ça, c'est généralement le grand dada de ceux qui regardent la télé, notamment. Or, moi, le journalisme, c'est d'abord le reportage, d'abord le terrain, d'abord de raconter ce qu'on a vu, etc. C'est ce que je m'efforce à mon petit truc là d'évoquer. Et nous avons au Havre un master de création littéraire. Donc on a a priori des étudiants qui se destinent au métier d'écrivain. Est-ce que vous en avez rencontré? Oui, alors là aussi c'est assez rigolo, c'est que moins que l'œuvre, beaucoup moins que le bouquin lui-même, ce qui les intéresse en gros c'est comment vit un écrivain. Alors, en gros, je leur explique qu'un écrivain, c'est 8 mois, 9 mois en robe de chambre et en charentaise, tout seul, et c'est les mois qui restent, justement, à prendre plaisir, grâce au bouquin qui vient de sortir, à avoir des contacts, ce qui fait que quelqu'un qui, comme moi, aime bien discuter, etc., je me libère de 8 mois de vie d'ermite, en discutant. Et donc, ça, c'est vraiment très, 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 très plaisant, mais c'est la même chose un peu que pour le journalisme. Plus que ce qui est écrit, plus que ce qui est produit, c'est surtout la manière de vivre, la manière d'assumer le fait d'être paumé tout seul avec son texte, d'être paumé avec son ordinateur, de n'avoir personne pour évacuer les doutes terribles qu'on peut avoir, si on a un minimum de lucidité. Donc ça c'est assez rigolo parce que c'est aussi un truc qui les interpelle, de pas avoir de repères d'horaires, de repères de salaire évidemment, de repères, enfin d'être un peu un bohémien. Alors, je leur explique que c'est la règle du jeu, qu'il y a des moments terribles de dépression, de moins en moins quand on vieillit et quand on a écrit une trentaine de bouquins, donc c'est assez plus cool, mais qu'au début, c'est effectivement très, très, très difficile. Pour le reste, ils sont pas, je pense, pas trop passionnés par
par l'écriture elle-même, plus que par la vie. Mais ça, je comprends ça. C'est un peu également du journalisme. Enfin, moi, je préfère les portraits des personnes, leur profil, leur silhouette, ce qu'ils vivent, que de parler de ce qu'ils font, quoi. Merci Philippe. Une autre question que j'avais envie de vous poser. Donc, par la force des choses, vous êtes revenu dans l'université, hein, et j'avais envie que vous nous parliez peut-être de votre expérience d'étudiant. Quelle horreur. Quel étudiant étiez-vous? J'étais un cancre. Je sais que ça fait très bien de se dire ça. Oh là là, j'étais un cancre. Mais non, mais j'étais vraiment un cancre. J'étais un cancre. Études secondaires médiocres, études supérieures ridicules. Et pour une raison bien simple, c'est que je me suis pointé à l'école supérieure de commerce du Havre, où je n'avais rien à faire du tout. C'était vraiment une erreur de parcours, mais alors totale. Et j'étais surtout fanat de sport. Je voulais être... j'étais basketteur, je jouais à un niveau assez élevé, à l'US Saint-Thomas d'Aquin et au HAC, donc il n'y avait que le sport qui comptait pour moi. Et donc, pour ce qui est des études, c'était réduit. Mais je voulais être journaliste depuis l'âge de 10-11 ans. Ce qui fait que, quelque part, je me disais comment devenir journaliste, etc. Et tout s'est éclairé. Tout est devenu hyper facile et j'étais plutôt brillant dans la suite. C'est que j'ai découvert qu'il y avait à l'époque, il y en avait peu. Hein. Il n'y a pas comme maintenant à l'IUT de Bordeaux ou de Strasbourg des écoles de journalisme. J'ai découvert qu'il y avait 2 écoles de journalisme à Paris. Pardon. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une école de journalisme. Et tout, à partir de ce moment-là, c'est complètement libéré. Il n'y avait plus aucun problème. J'ai passé le concours, j'ai eu les examens, etc., etc. Mais jusqu'à cette révélation, jusqu'à le fait, j'étais quand même médiocre, faut le dire, plus que moyen. Sauf en littérature. Heureusement. Littérature, un peu l'histoire, et puis le sport, mais ça c'est autre chose, c'est dans le secondaire, mais plutôt en littérature, j'étais plutôt costaud. Oui. Oui, donc vous avez fait une école de journalisme, vous êtes devenu écrivain. Est-ce qu'on apprend à devenir écrivain ? Bonne question. Mauvaise réponse. Je crois qu'il faut d'abord avoir l'envie. Ne pas dire je vais être écrivain comme pour un travail ordinaire, donc il faut avoir l'envie. Après, il faut mesurer que l'envie n'outrepasse pas vos moyens, connaître ses limites. Évidemment, si on devient journaliste en disant je vais écrire les éditos à la première page comme ça, ce qui arrive souvent chez les jeunes, ou devenir écrivain en disant je veux être Céline, voilà, ça coince quelque part. Donc il faut s'adopter comme on est. Ça, c'est sur le plan des sentiments, le plan de la posture. Et puis, ce que je pense, moi, c'est que il faut une base, un petit talent, un petit truc, l'envie, le petit talent. Mais le talent, ça veut dire aussi avoir l'esprit ouvert vers l'écriture, etc. Et à partir de là, on peut toujours s'améliorer et on apprend soi-même. Enfin, moi, j'ai appris à être journaliste. Je suis parti comme petit Le Calier, je suis arrivé au grand portage. C'était évident que je n'étais pas fait dès le départ pour le grand portage. Quand on écrit, je sais que quand je relis mes premiers bouquins, notamment Quel l'oubli, je me trouve horriblement coincé et complètement encore emprisonné dans ma nature de journaliste, en disant ça je peux pas l'écrire parce que c'est pas vrai, c'est ridicule. Quand on est romancier, on a au moins voilà ce qu'on peut apprendre. Voilà ce qu'on peut apprendre, c'est non pas l'écriture, j'ai un peu de mal à y croire, mais à partir du moment où j'avais déjà 23 ans d'écriture journalistique derrière moi, je suis mal placé pour en parler. Mais c'est plutôt l'état d'esprit. Être romancier, ça veut dire se donner le droit de délirer, par exemple. Se donner le droit de dire tout et n'importe quoi. Mais il faut quand même que ça reste, non pas crédible, ça on s'en fiche un peu, mais que ça reste agréable, attrayant. Et aussi, apprendre à être écrivain, ça veut dire aussi ne jamais penser, surtout pas, que votre bouquin va avoir du succès, penser que le bouquin va être bien reçu, penser que le bouquin... enfin voilà, c'est tous ces trucs-là qu'il faut complètement évacuer. Et puis après, ça dépend de vous, quoi. Vous pouvez vous améliorer, mais c'est comme un autre travail. Enfin, travail, j'aime pas le mot travail. Je travaille pas, mais je veux dire, c'est comme s'évertuer à s'améliorer, en fait.
Ce qui est sûr, c'est que moi, recevant des manuscrits par dizaines, un peu moins maintenant parce que je refuse de m'en occuper, mais au début, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie d'écrire et qui se disent, enfin, qui pensent que leur vie a été formidable, originale, etc., qui vous envoient des manuscrits, et c'est vrai qu'au bout de 2 pages, vous vous dites, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et ça, par contre, il y a des cas qui sont incurables, mais en général, voilà. Je suis assez confus là dans ce que je raconte, parce que je pense que je suis dans le même état d'esprit. Je pense pas qu'on puisse apprendre à devenir écrivain avec absolument rien à la base. Par contre, on peut apprendre à améliorer son écriture. Et moi, je pense que entre les quais de l'oubli, et pour prendre les quais, et les quais de la colère, il y a un grand écart. Donc j'ai dû changer quand même quelque part, en travaillant. Oui, c'est vrai aussi qu'entre Quai de l'Oubli et Les Égarés de la plage, on en discutait ensemble. Il y a aussi toute une évolution, notamment dans le traitement du personnage. Il y a beaucoup plus d'humour. Enfin, ouais, c'est ça. C'est surtout l'humour, je pense. Ça, je m'en suis pas rendu compte au début. C'est vrai que Quai de l'Oubli, c'était d'une gravité tout au début. Enfin, j'avais carrément écrit l'histoire de la presse depuis Théophraste Renaudot, quoi. J'avais 1000 feuillets et j'ai tout viré pour raconter l'histoire d'un journaliste, mais c'était d'une gravité, mais c'est aussi parce que je sortais d'un problème personnel, donc évidemment, chez un romancier, la moindre des choses, c'est que les sentiments, son état d'esprit se reportent sur l'écriture, et que là, maintenant, je suis beaucoup plus détendu et beaucoup plus décontracté, et que, ayant pour maître quelqu'un comme Antoine Blondin, il est évident que l'humour, pour moi, prédomine tout le reste, surtout l'humour noir. Je suis vraiment quelqu'un de plutôt désespéré, mais je suis un homme qui rit dans les cimetières aussi. Oui, ce que j'aime beaucoup dans votre œuvre, Philippe Huette, c'est aussi votre écriture et l'art des métaphores que vous avez, notamment pour désigner le Havre. Et là, dans Les Égarés de la plage, il y a une métaphore, une de vos métaphores, où on voit cet humour, justement, dans la façon de décrire la ville. Je me permets de lire le passage. Il est question du port du Havre. Le port du Havre, aujourd'hui, c'est une science de l'étagère. Je me souviens, dans le Quai de l'Oubli, vous disiez que la ville était un jeu de Lego. J'aimais beaucoup cette métaphore. Et là, la science de l'étagère, ça me semble extrêmement joli et intéressant et drôle. Des milliers et des milliers de boîtes géantes et multicolores empilées, rangées et alignées sur des centaines d'hectares arrachés à l'estuaire et au marais. De loin, on dirait une ville aveugle, robotisée, avec des pâtés de maisons sans porte ni fenêtre et des voies rectilignes tracées au cordeau. C'est l'heure du gigantisme, de la modernité et de l'empaqueté. Ouais, alors ça, le truc de la métaphore, je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais c'est un truc qui vient tout seul. Alors ça, par contre, ça ne travaille pas du tout. Parce que les auteurs c'est la différence entre Blondin, notamment, et entre ceux qui essayent de l'imiter, il y en a de nombreux, on sent que l'image, les images qui me viennent, et qui sont plutôt bonnes, me viennent tout de suite. Ou alors, si je cherche, si je tourne autour, etc., c'est plutôt mauvais. Donc j'ai ma femme qui est là pour intervenir, qui me dit ça c'est mauvais, c'est pas possible. Donc voilà, c'est vrai que l'empaqueté c'est mieux comme ça. C'est vrai que donc ça vient comme ça. C'est vrai que le mec a une voix poteuse et que j'appelle, je dis que c'est le sumo des cordes vocales. C'est un truc qui vient comme ça. J'ai pas réfléchi pendant 3 heures en disant comment je vais pouvoir le décrire. Ou alors je décris normalement. C'est vrai que et ça, par contre, depuis Quai de l'Oubli, j'avais un peu ça dans la tête. Je sais que je me souviens que j'avais décrit un mec qui avait reçu une lettre de mise à la retraite à l'atelier. Et j'avais écrit qu'elle était aussi chaleureuse qu'une levée d'écrou, par exemple. Ça, c'est des trucs qui viennent comme ça. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Là, on a un petit truc à soi. Et c'est vrai que j'aime bien. Ça, c'est vrai que j'aime bien. Il ne faut pas en abuser, par contre. Faut pas en abuser. Et c'est vrai que Blondin, c'était vraiment formidable. Enfin, les images, Céline, que je relis actuellement, c'est pour ça que j'en parle, parce que dans le prochain roman, je parle de Céline, son père était Havrais. Et donc il a terminé le manuscrit de Mort à crédit à l'hôtel Frascati. Donc en 1922, je replace Céline dans l'histoire sociale du Havre. Tout ça pour dire que donc du coup j'ai relu Voyage au bout de la nuit.
Et je dois dire qu'il a une fulgurance d'image, hein, par moment, qui est incroyable. Il a beau dire qu'il a bossé, ça c'est aussi un peu... qu'il a travaillé sur ces images comme un fou. Je suis certain que ces métaphores fulgurantes, le souvenir, viennent comme ça. Ou alors, pour être réussi de cette manière, ça vient d'une manière instinctive. C'est ce que je crois. Oui, moi je pense aussi, je ne suis pas du tout écrivain, mais en tant que chercheur qui lit des livres et analyse les écritures, oui, il y a des choses qui relèvent de la fulgurance. Hein. Oui, je crois. J'aime bien ce mot que vous employez. Vous nous mettez l'eau à la bouche avec ce livre où il sera question de Céline, de son père. Voilà. Ah oui, parce que, bon, je pense que je peux en parler un peu. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Alors là, la même chose, je m'offre une liberté d'écrivain formidable. J'en parle maintenant parce que le bouquin est terminé. Enfin, le manuscrit est terminé. Il part chez l'éditeur la semaine prochaine. Et donc, j'ai découvert que Céline donc avait une descendance havraise, qu'il passait toutes ses vacances du côté de Vaucotte, justement, j'en parle là, etc. Donc, mais c'était, disons qu'il est revenu au Havre comme Toubib. Et il a été surnommé rapidement le Toubib, le médecin des pauvres, parce qu'il soignait. C'était un passionné de la tuberculose, c'était son truc. Hein. Donc voilà, donc je découvre ça dans les années 38, 37, 38, et je me suis dit, mon truc se passe en 22, j'en ai rien à foutre. Je vais balancer Céline, médecin des pauvres, en 1922, auprès des grévistes ouvriers, puisque lors de la grande grève, cette grande grève que je décris donc dans les émeutiers, une grève qui a duré 111 jours, la plus grande grève des métallos anarchistes de France, avec émeutes, avec morts, avec tirs dans la foule. Enfin, c'est vraiment la dernière tragédie ouvrière. Du début du XXe siècle. Et donc, les émeutiers avaient au Cercle Franklin, il y avait une solidarité formidable autour d'eux, dont une demi-douzaine de toubibs qui venaient soigner gratuitement les familles des grévistes qui n'avaient plus un rond, qui étaient complètement démunis, puisque il n'y avait plus de salaire depuis des semaines et des semaines, depuis des mois et des mois, 100 jours. Et donc la tentation était trop grande, évidemment, pour un esprit de romancier, de mettre Céline dans la situation de Toubib. Voilà. Essayer de le remettre... Docteur des touches, tout ça. Enfin bon, bref, je ne sais pas ce que ça va donner. Ma femme dit que c'est pas mal, donc je la crois. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez passionnant de pouvoir, en tant que romancier, se permettre des tas de libertés comme ça. Donc vous nous parlez donc de livres qui ont le Havre pour décor. Et c'est vrai que dans cette résidence d'écrivain, ça a été l'occasion aussi pour vous de revenir au Havre, où vous avez vécu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a été productive, cette résidence d'écrivain, qu'elle est productive, puisqu'elle se poursuit dans votre travail d'écriture. Hein, vous venez donc de faire paraître Les Égarés de la plage, qui se passe au Havre. Je sais que vous écrivez donc ce livre sur les grévistes. Hein. Est-ce que ce retour au Havre vous a aidé à écrire ? Toutes les rencontres, en fait, à partir du moment où vous sortez de ce que je disais tout à l'heure, d'un long travail solitaire, un peu ardu, parce que c'est plus ardu d'écrire Les Émeutiers ou d'écrire Les Quais de la colère, encore que j'ai autant de difficultés à écrire un simple polar, mais enfin bon, ça c'est des trucs. Mais ces contacts sont tout à fait fructueux pour quelqu'un qui a envie justement de rencontrer soit des lecteurs, soit des lectrices, soit des gens comme ça. Et les jeunes font partie d'un public tout à fait à part. Hein. Et là, ce qui était marrant, je rencontrais les jeunes, ma question c'était de qui lit un journal, donc il y en avait deux ou trois dans la pièce, qui lit les bouquins, etc. Donc ça me permettait de discuter d'une autre manière, de contourner c'est pas pareil que de discuter avec quelqu'un qui a lu tous vos bouquins, qui vous connaît, qui vous suit depuis 10 ans, comme à la Galerne hier soir, par exemple. Donc là, c'était vraiment presque un public neuf. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, pour moi, c'est intéressant. Oui, dans Les Égarés de la plage, vous nous parlez donc du Havre, mais du Havre d'aujourd'hui. Et avec des descriptions, de belles descriptions. Hein, et on ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles entre ce bouquin et les autres. Parce qu'on voit l'évolution de la ville hein, à travers votre œuvre. En fait, c'est la première raison de ce livre. Hein. C'est que je rencontrais des tas de gens
20 ans après Quai de l'oubli, qui me disait, mais maintenant, tu ne pourrais plus, ou vous ne pourriez plus écrire Quai de l'oubli de la même manière. Et donc, ça trottait un petit peu dans ma tête. J'ai dit, tiens, oui, c'est vrai que la ville a beaucoup changé, etc. Et donc, de la même manière, donc j'ai dit, tiens, ce serait rigolo de reprendre mes héros d'il y a 20 ans, le couple, mon couple fétiche, et de décrire la ville telle qu'elle est maintenant par rapport à Quai de l'oubli. Donc voilà, un peu, c'est la première marche pour le bouquin. Et donc là-dedans, il y a des passages, et notamment il y a un passage sur l'ancien maire du Havre. Oui, oui, oui. C'est l'ancien maire. Je le dis parce qu'il a quand même beaucoup d'humour. J'ai un portrait rigolo, et j'ai reçu une carte de lui là, qui m'a dit le portrait n'est même pas caricatural. Il réussit, même pas caricatural. Bon, je connais Antoine Ruffinac depuis très longtemps, on n'est pas du tout d'accord sur le plan politique, autant le dire carrément, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, hein, un peu de cynisme aussi également, c'est ce que je mets d'ailleurs carrément. Je parle d'un fils de famille friqué, un truc comme ça, issu à l'Iguément, et il a trouvé ça très, très, très marrant. Est-ce que vous me permettez de lire un passage sur le bassin Vauban, qui pour moi résonne avec les quais de la colère et le quai Colbert. Donc les bassins Vauban et le quai Colbert aujourd'hui. À part les eaux du bassin Vauban, toujours aussi sombres, tirant vers le vert bronze. Mais le quai au charbon, si noir, si crapoteux, avec ses grues géantes, ses pavés, ses rails casse-gueule, ses palissades branlantes, pour retenir les collines d'anthracite. Un boulevard de prospérité, clouté de buildings haut de gamme. Hôtels et sociétés, façades scintillantes. De l'autre côté, quai Frissard, c'est plus spectaculaire encore. Les immenses hangars portuaires laissés à l'abandon et au courant d'air depuis des dizaines d'années s'euphorisent aujourd'hui au commerce, au sport et spectacle. Dock Café, Dock Vauban et Dock Océane. Un peu plus loin, vous parlez de la conquête de l'Est qui a eu lieu au Havre et qui est récente, hein, bien sûr. D'où était-elle venue, cette idée de la conquête de l'Est ? De réhabiliter enfin ces territoires pourris qui, dans une ville tout entière tournée vers le large, comptaient moins qu'une arrière-cuisine. Les communistes eux-mêmes, si longtemps au pouvoir, les avaient ignorés, comme s'ils craignaient d'y améliorer la vie et de couper ainsi de leur clientèle. Ici, disait-on, c'est comme pour le mur, la ville ne tombera jamais. Le mur était tombé et un entêté Poulidor de droite avait fini par l'emporter. Alors j'aime beaucoup aussi cette image, de l'entêté Poulidor. C'était un gag, pendant un moment, c'était un gag. Ruffinac, il s'est présenté, je ne sais plus combien de fois, 5 fois, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était devenu un peu, non, pas un peu d'ailleurs, carrément un gag, ouais. Un peu plus loin, toujours dans la rubrique des métaphores, j'aime bien aussi celle-ci. Sa ville, uniquement sa ville, donc il est question de Gustave, régulièrement classée parmi les cancres de la joie de vivre citadine. Ah oui, parce que moi j'ai vécu tout mon métier de journalisme en défendant Le Havre, qui était carrément une ville maudite vue de l'extérieur. Je raconte toujours qu'à l'époque où je parcourais le monde, une fois, notamment, je me suis retrouvé à Tokyo, dans un restaurant français là-bas de Tokyo, et le patron du restaurant vient nous voir, et tellement on était 3-4 journalistes bouffés là, et on parle, et il me demande de quelle ville je viens, où je suis né, et je lui dis je viens du Havre. Et là tout de suite, là-bas à Tokyo, oh mon pauvre ami, quelle horreur, mais comment pouvez-vous? Et c'était sans arrêt ça, j'ai vécu tout mon métier de journalisme avec ça, et même maintenant encore, un peu moins, parce que ça y est, ça a un peu basculé, mais il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait un débat à Frontignan, dans un festival de polar, et il y avait... ça y est, je fais la bourre. Non, c'est bon. Il y avait donc Dominique Manotti, il y avait Jérôme Charine, il y avait moi, il y avait je ne sais plus qui, donc pour parler de Marseille, New York, Paris et Le Havre. Et à Frontignan, près de Montpellier, donc il y avait plein de monde, et dès que j'ai dit que j'étais du Havre, que mes polars parlaient j'ai vu les têtes s'allonger, il y en avait plusieurs centaines, alors que les autres avec Marseille, New York. Alors là, du coup, je me suis complètement déchaîné, mais alors comme un fou. J'ai dit que Le Havre, c'était mieux que New York pour les paquebots, que c'était le plus grand port transatlantique du monde, que Marseille, pour la drogue, c'était rien à côté du Havre dans les années 50, que c'était ici. Et c'est ce qui était vrai, d'ailleurs, parce que Marseille, c'était les labos, mais tout le trafic se faisait à bord des paquebots. J'ai connu ça comme journaliste local. Enfin, j'étais complètement déchaîné, à tel point, sans m'en rendre compte, mais j'étais parti dans un trip pas possible. Ce qui fait que le truc rigolo, c'est qu'après on a dédicacé des bouquins, j'ai vu arriver un couple d'Italiens qui parlaient parfaitement le français et qui m'ont dit, écoutez, on ne connaît pas du tout Le Havre.
On n'y a pas mis les pieds, on n'y mettra jamais les pieds, mais on achète vos bouquins parce que vous voir comme ça déchaîné en parlant d'une ville qu'on ne connaît pas, c'est formidable. Donc voilà, donc toutes mes années de journalisme et même de littérature, je n'arrête pas de défendre cette ville. Et les Encres Noires, le festival des Encres Noires a fait un bien fou auprès des auteurs de polar, de romans noirs, parce que moi je les ai vus arriver au début en traînant des pieds. Et coup de peau, en dehors d'une seule fois, je crois vraiment, ou 2 fois, on a eu un temps magnifique sur la plage, et j'étais vu tous et complètement ébahis, donc j'en remettais une couche vite fait, parce que... Ce qui est aussi, puisqu'on reste dans les mentions du Havre, vous êtes l'un des rares auteurs, si ce n'est le seul, à mentionner des quartiers populaires de la ville qui n'ont pas du tout leur place en littérature, hein, dans les œuvres littéraires traditionnelles. C'est vrai que l'éditeur au début m'a dit c'est pas très rentable, c'est pas très vendable la description des quartiers populaires, etc. C'est fini, on n'est plus à l'époque de Zola, etc. Puis bon, voilà. Mais j'ai un peu passé outre, puis ça marche. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que vous nous parlez de la rue Gustave Brindaud. Qui, à part vous, nous parle de la rue Gustave Brindaud? J'y ai vécu, c'est pour ça. J'ai vécu 20 ans et c'était vraiment le quartier des dockers, etc. Donc comme ça, c'est la tare qui me reste de journalisme, j'aime bien partir toujours d'un fait réel, d'un décor réel, etc. Je peux pas partir d'un fantasme ou d'un rêve d'auteur romantique, etc. Il me faut toujours un truc de départ. Donc effectivement, la rue Gustave Brindaud, bon... Un peu plus loin, vous décrivez, c'est la continuité de la rue Gustave Brindaud, le quartier des Neiges, qui est un quartier qui fait partie du Havre, mais qui n'a pas beaucoup de place en littérature, à part lorsque vous décidez d'en parler. Est-ce que vous m'autorisez à lire un petit passage? J'autorise tout. Gus accélère, parvient aux confins de la steppe industrielle, s'engage dans la presqu'île portuaire. Boulevard Amiral Mouchet, Pont 5, Bassin Vétillard, les anciens abattoirs. Et tout près, cette survivance d'une autre époque dont le nom délicieusement poétique se joue des fumées et des vapeurs toxiques. Le quartier des Neiges, encore en deuil de la fermeture du chantier naval. En face, tout est à vendre, volets clos, grilles tirées. On y est, centrale thermique, eau usée, ordures ménagères, joli trio. Et tout autour, entrepôts ruinés, voies ferrées délabrées, terrains vagues, faméliques. Même l'herbe est rouillée. Ouais, ce qui est marrant, c'est que j'y étais encore ce matin, puisque le photographe a voulu... Enfin, j'étais avec un photographe qui a voulu me prendre en photo, toujours auprès des trucs pourris, là. Je suis vraiment la seule survivance de ce décor. Mais j'ai demandé quand même à être pris auprès de la cloche des Dockers, qui est le dernier souvenir qui est pour moi très symbolique. Mais c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Le quartier des Neiges, il faut savoir qu'avant, il y a très longtemps, donc dans les années au début du siècle, ça s'appelait le village. Parce que c'était les premiers Dockers exilés, les premiers... C'était généralement des Bretons ou des gens de la campagne qui étaient repoussés de la ville et qui allaient habiter à la fin du 19e, début du 20e, dans des espèces de presqu'île qui était à l'époque un marécage pourri de moustiques pendant l'été. Et c'est là que ça a commencé, les grandes maladies de l'époque, les épidémies, tuberculose ou autres, ont commencé à se développer là. C'était vraiment c'est un truc mythique. Pour moi, c'est un truc mythique. Et en plus, j'ai vécu ça comme journaliste localier au Havre. Il y avait quelques faits divers faramineux là-bas. Il fallait y aller, je peux pas vous le dire, parce que maintenant, ça s'est un peu estompé. Mais il fallait y aller. Et surtout, il y avait également une vie propre. Personne n'allait au Havre, au centre-ville. Il y avait l'équipe des Neiges qui existe toujours, je crois, l'équipe de foot qui a donné de grands footballeurs, le comité des fêtes, et vraiment une vie très 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 personnelle. Et c'est vrai que ça m'a toujours fasciné, oui. Écoutez, Philippe Huette, vous n'avez pas trop parlé, contrairement à ce que vous redoutiez. Pour une fois. Ouais. Donc, il nous reste à vous remercier chaleureusement, sincèrement, sympa, pour ce bon moment passé en votre compagnie. Merci, Philippe Huette. Merci.